de cet épisode, voici la sponsor. Oh, nous avons une sponsor? Mais c'est super. Oui, l'épisode du jour est sponsorisé par le jeu Pong. Mais c'est tout pourri ce jeu. Ça date d'il y a 40 ans. Bah oui, mais si les gens s'abonnaient, laissaient un pouce, un commentaire et regardaient au moins 80% de la vidéo, eh bien la chaîne serait mise en avant par l'algorithme. Ça nous éviterait les sponsors bien moisis. Oui, on pourrait avoir par exemple de vrais sponsors, genre un VPN qui est nommé d'après un pôle magnétique, hein, sans le nommer. Et ce qui est pénible, c'est qu'on est obligé de le dire sans arrêt. Bon allez, bon épisode. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une jolie histoire pour aider les enfants à dormir. Cette histoire est garantie sans colorant de synthèse et sans sucre ajouté. Il était une fois dans un monde enchanté, une licorne appelée Gertrude et que tout le monde appelait Trudy. Elle avait plein d'amis et s'amusait toute la journée. J'ai plein d'amis, je kiffe ma life. Mais un jour, elle a désobéi en se promenant dans la forêt interdite. En plus, c'était un vendredi 13, lors d'une nuit de pleine lune, en même temps qu'un concert de power metal suédois. Et là, comme c'est vous mignon commencez à ici. comprendre Youpi. comment ça sent C'est chouette. mauvais. Oh mais je rêve où il vient d'insinuer que je sentais le crottin là. Aurais-tu l'amabilité de rester dans ton monde enchanté, toi? C'est alors eh que bien, Trudy je vais faire tombe nez à nez quelques avec son soucis destin Tiens, en croisant le chemin de gagner du des sommes. terrible Parce et que très ça malfaisant condensateur maudit. C'est vraiment trop peur ton histoire là. Je m'en vais. Ah, Morvax, la pistouille. Morvax, mort de trouille. Murphy. Mais préviens à la fin. Je t'ai même pas entendu. Bah, comme je t'ai entendu parler... Ouais, mais c'était Morvax, la pistouille. Oui, le monstre magique et imaginaire que tu invoques constamment pour éviter d'assumer tes bêtises, hein. Imaginaire, je réfute ces sottises de narcissiques rationalistes, névrosés. À propos, t'es sûr que ça reste un programme familial, là, ton histoire de condensateur maudit? C'est juste un truc pour lancer le sujet. Et puis, en quoi il est maudit, ce truc, hein? Et puis, bah d'ailleurs, c'est quoi un condensateur? Bon, écoute, pour les explications, moi, j'ai la flemme, c'est toi qui t'y colle. Ah, mais j'y connais rien. Le premier générateur électrique, la machine électrostatique, est attribué à Otto von Guericke, citoyen de Magdebourg, en 1663. Ces machines permettent de faire des choses extraordinaires, voire magiques pour l'époque, comme générer des arcs électriques, faire voler des bouts de papier ou dresser des cheveux sur la tête. Dès qu'un électricien arrive dans un cabinet de curiosité, c'est la fête. Aussi, pour rajouter du fun, Peter van Musschenbroek invente le premier condensateur à l'université de Leyde en 1746. Cette invention sera fort opportunément baptisée bouteille de Leyde parce que, bouteille de Musschenbroek, eh bien, c'est imprononçable. Et là, ça devient la gigateuf. Dans la galerie des glaces du château de Versailles, l'abbé Nollet, physicien à la cour du roi Louis XV, a électrisé 184 gardes royaux avec une bouteille de Leyde chargée à bloc. Les nobles de la cour se sont fort amusés de voir ces soldats tressaillir en même temps. Qu'est-ce qu'on rigolait bien avec les expériences de physique de l'époque. Bon, à série avec les anecdotes historiques, hein? Un condensateur, basiquement, ce sont deux plaques conductrices séparées par une matière isolante, très isolante, qu'on appelle le diélectrique. La valeur du condensateur dépend de la surface de contact des plaques conductrices et des caractéristiques du diélectrique, qui peut être de l'air, une céramique, des feuilles de plastique ou une gelée chimique. Le condensateur va attirer les charges électriques
et les maintenir grâce à des forces électrostatiques. Ce sont ces mêmes forces d'ailleurs qui font dresser les cheveux quand on frotte du polystyrène ou du verre. Il est utilisé pour stocker de l'énergie pendant un temps plus ou moins long ou pour laisser passer du courant alternatif en bloquant le courant continu. Alors, il y a bien sûr des formules mathématiques pour décrire le condensateur, mais je n'ai pas pour mission de torturer mentalement de pauvres adolescents qui ont déjà fort à faire avec l'acné et les comédons. Je laisse ça aux professeurs de physique et aux dermatologues. Mais c'est pourtant cool les maths. Ah bah, au cas où il y aurait un doute, toi, tu viens vraiment d'un monde enchanté, hein? Bon, alors, c'était la séquence Marfipédia. Merci de m'avoir écouté. Alors, j'étais convaincant en vulgarisateur scientifique? Aussi convaincant qu'en cuisinier? Mais tu te fiches pas de moi, là? Non, pas du tout alors. Du coup, je comprends vraiment pas pourquoi il est maudit, ce condensateur. Muschenbroek était un loup-garou. Il a fondé le premier groupe de power metal suédois, mais il était même pas suédois en plus. Non mais attends un petit peu, tu vas comprendre. Coucou, voici un condensateur vintage. Il est fait avec un diélectrique en papier huilé, de jolies feuilles d'aluminium. Le tout inséré délicatement dans un tube de verre soufflé à la main et colmaté avec de la poire. Que des produits naturels assemblés artisanalement. Youpi! Pourtant, ce sale truc cache bien son jeu. Le papier huilé est légèrement acide. Au bout d'un certain temps, une réaction chimique se fait et ce papier huilé n'est plus très isolant. Il y a une fuite électrique. Et là, c'est l'horreur totale. Voici comment étaient faits les radios et les amplis de guitare de cette époque. Il y a la sortie d'un étage d'amplification avec un tube à vide à environ 200 volts. L'entrée du tube suivant se trouve à une tension légèrement négative avec une résistance très élevée. Le condensateur a pour mission de laisser passer le courant alternatif, le son, en bloquant le courant continu de potentiel très élevé. Mais comme ce condensateur n'est plus isolé correctement, le blocage du courant continu ne marche plus et le tube de l'étage suivant claque direct. Et voici que tu viens de détruire le joli ampli vintage que tu viens d'acheter sur eBay avant même de lâcher ton premier riff de basse bien saturé. C'est un peu compromis pour le concert de la pleine lune. Et ça arrivait souvent, ça? Bah, sur toutes les radios et amplis à tube fabriqués jusqu'aux années 60 à peu près. Bah oui, mais qui ça concerne en fait? Des vieux punk rockers nostalgiques qui ne font plus la différence entre une guitare saturée et une prothèse auditive mal réglée? Oui, bien sûr, mais le condensateur, c'est un petit vicieux. Il va revenir t'embêter au moment où tu t'y attends le moins. Voici un joli condensateur contemporain à film plastique métallisé. Il est mignon dans sa petite boîte carrée. Ouh, ce composant est fait en déposant sous vide une couche métallique très fine sur un film plastique également très fin, de l'ordre du micromètre. Alors si jamais, un cheveu, c'est environ 40 micromètres de diamètre. Maintenant, tout le monde demande comment on arrive à déposer du métal sur du plastique sans brûler le pauvre polymère qui n'avait rien demandé. Mais j'ai entendu personne, moi! Ah oui, mais moi j'entends des voix qui me parlent dans ma tête. Encore c'est tout. En fait, la dépose de métaux se fait par pulvérisation cathodique. Un gaz ionisé est attiré par une cathode. L'énergie de la collision du gaz arrache des atomes de métal à cette cathode qui se déposent sur le film à recouvrir. On utilise des champs électrostatiques et électromagnétiques pour guider les différents faisceaux de matériaux sur les cibles, en l'occurrence le film plastique. Ces opérations se font sous vide pour faciliter la vaporisation des métaux, l'ionisation des gaz et la pureté du dépôt qui ne sera pas oxydé par l'oxygène de l'air. Le condensateur à film plastique paraît très fiable, mais il est comme un pervers narcissique. Il révèle sa vraie nature quand ça devient chaud et humide. Et qu'est-ce qui est chaud et humide? Une plaque à induction bien sûr. Qui a pensé à un cyclone tropical? Le problème avec ce type de condensateur est le vieillissement en atmosphère humide et chaude, ce qui est le cas précisément avec ces plaques à induction. Mais tu te fiches de ma tête! Depuis quand le plastique c'est poreux enfin? J'en ai jamais entendu parler pendant mes réunions Tupperware! Oui, bien sûr. En fait, les plastiques sont faits de longues chaînes de molécules et ne sont pas compacts à 100%. Il y a de la place pour que l'humidité puisse se glisser dedans.
Et une fois dans le condensateur, les dégâts sont multiples. Les contacts s'oxydent et le film métallique se dégrade à cause d'une attaque liée à des phénomènes complexes provoqués par l'interaction entre le champ électrique et l'humidité. Et bien sûr, la chaleur accélère le phénomène. On voit sur ce graphique fourni par un constructeur que passer de 50 degrés à 85 degrés réduit la durée de vie du condensateur d'un facteur 10. Et ce graphique ne mentionne que l'effet de la température, pas celui de l'humidité. L'affaire, c'est que ces petits condensateurs servent à alimenter des petits microcircuits qui démarrent la plaque. Et si la capacité du condensateur est dégradée, le microcircuit n'est plus alimenté, ta plaque à induction ne marche plus. Adieu, fritures et ébullitions. Tu sais quoi là? Eh bien, je suis en train de fabriquer un condensateur avec un diélectrique au gruyère. Parce que, quand on veut un résultat correct, il faut des produits de qualité. Mais du fromage dans du papier aluminium, ça existe déjà, c'est de la vache qui rit. Quoi? Tu oses comparer le gruyère, un véritable délice, avec la vache qui rit, cette infâme morve qui sert à empiffrer les enfants devant un dessin animé pour décérébrer. Mais tu te fiches de ma tête? Oh bah, ça me donne faim. Ah, quoi? Je te parle d'enfant et ça te donne faim? Mais ne m'approche pas, espèce de criminel psychopathe! Bon non enfin, mais moi ce qui me donne faim, c'est de m'empiffrer avec du papier d'aluminium dans lequel se trouve de la morve à la vache qui rit. Ça va être super bon ça. Oh là là, et moi qui pensais que ce serait un programme familial. Bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les vieux condensateurs au papier, eh bien, ils n'effrayent guère que les rockers nonagénaires qui veulent ambiancer leur maison de retraite avec une vieille saturation de guitare poussive sur un ampli à tube. Et tes misérables condensateurs métallisés, à part planter quelques plaques à induction mal conçues, y a rien d'effrayant quoi. Ouais, ton condensateur maudit, il est à peine digne d'un exorcisme en promo refourgué par un supermarché hard discounter la veille d'Halloween. Oui, mais ça c'était le début. Attends donc que l'on parle du Léviathan de l'électronique, le monstre Lovecraftien qui se cache dans les abîmes insondables de ta télévision, le gardien des portes du Mordor, le condensateur électrolytique. Encore c'est tout. Je vais prendre un antiseptique. Dans ton cas, je me demande si une hostie avec de l'eau bénite ne serait pas mieux indiquée en fait. Bon, revenons au condensateur électrolytique. Le principe est simple. On bobine des feuilles d'aluminium autour d'un papier absorbant qui contient un électrolyte conducteur. Mais c'est nul. Enfin, si cet électrolyte, il est conducteur, on peut pas en faire de condensateur, puisque tu as dit que un condensateur, c'est fabriqué avec un diélectrique. Et le diélectrique, c'est quelque chose qui est isolant. Moi, je comprends pas très bien ton affaire, là. Bien sûr, et c'est ça le génie de l'affaire. Après la fabrication, le constructeur fait passer un léger courant dans le condensateur. Une des plaques d'aluminium va réagir avec l'électrolyte qui forme alors une couche d'alumine, un oxyde d'aluminium isolant, et le tour est joué. Tadam! En plus, cette couche est extrêmement fine. Elle est environ 5 fois plus efficace que les films plastiques en termes de capacité électrique. Attention toutefois, la tension de ces appareils est limitée et il ne faut surtout pas les inverser. Et si on les inverse, il se passe quoi? Sinon, le phénomène s'inverse. L'alumine est dissoute dans l'électrolyte pour se reformer sur l'autre plaque. Mais entre-temps, le condensateur a perdu son isolation et devient un court-circuit. Ça explose en dégageant une odeur épouvantable. Et le phénomène ne prend que quelques secondes. Bon, d'accord, mais à part les idiots qui confondent électronique et spectacle pyrotechnique, ce n'est pas le sujet. Bien sûr, mais ce composant est problématique. Certes, il a un grand avantage, il est auto-cicatrisant. En cas d'usure de la couche d'alumine, elle se reconstitue automatiquement. Mais cela fait disparaître une partie de l'électrolyte. Et bien sûr, plus l'électrolyte disparaît, plus le condensateur chauffe, car il y a une perte liée à la mauvaise conduction électrique. Et la chaleur accélère encore le phénomène. Et là où c'est drôle, c'est que ces condensateurs sont massivement utilisés dans les alimentations électroniques. Oui, c'est très drôle. J'ai tellement envie de rire quand j'entends le terme alimentation électronique. Ah, mais écoute un peu enfin. En fait, aujourd'hui, on utilise massivement des alimentations à découpage dont je ne vais pas expliquer le principe, sauf si vous êtes super rapide avec votre souris. Pour bien faire,
les condensateurs doivent être éloignés du système d'électronique de puissance, mais ce n'est pas toujours possible, puisqu'on cherche à avoir le matériel le plus petit imaginable. Et voilà comment ces composants fragiles sont soumis à une ambiance thermique très chaude. Et c'est pas au fond d'une alimentation à découpage que l'on trouve un bon mojito pour se rafraîchir. Bon, alors si je comprends bien, si on ne veut pas que les condensateurs tout mignons ne se transforment en d'abominables monstres prêts à t'exploser à la figure, il faut les maintenir dans une ambiance chill, détendue, avec un petit cocktail rafraîchissant, c'est ça? Oui, jusqu'en 2002, où on a découvert la peste des condensateurs. Et c'est rocambolesque. Un ingénieur matériaux de l'entreprise japonaise Rubicon est parti en 2001 à la concurrence en copiant la formule spéciale destinée à des condensateurs électrolytiques. Cette formule était très innovante car elle permettait d'obtenir des condensateurs plus petits à des prix encore plus compétitifs. Mais il n'a pas copié la formule des additifs qui stabilisent cet électrolyte. Les condensateurs fabriqués par ce procédé sont atteints d'un phénomène d'électrolyse fatale. Des composants claquaient à la moitié seulement de leur durée de vie. Mais tu es sûr que c'est pas une opération d'obsolescence programmée? Tiens, c'est amusant, dès que je prononce le mot obsolescence programmée, ça fait ce son, c'est curieux. Alors, c'est exactement la question que je lui ai posée. Et là, il a dit que cette histoire de peste des condensateurs était catastrophique pour les fabricants de cartes mères d'ordinateurs. Dell, à lui seul, a dépensé 420 millions de dollars dans un casse-tête logistique pour récupérer le matériel défectueux, sans compter le déficit d'image. En gros, c'est aussi idiot que de se taper la tête à coups de marteau pour lire les revues de la salle d'attente des urgences plutôt que de s'abonner. Bon, d'accord, il n'y a pas d'obsolescence programmée, mais alors compte pas sur moi pour me taper la tête à coups de marteau quand il faudra renouveler notre abonnement Netflix. Tiens, bah avec toi, ça le fait pas la petite musique quand on dit obsolescence programmée. Mais du coup, est-ce que je dois éviter d'utiliser des appareils électroniques les nuits de pleine lune, le vendredi 13, pendant un concert de power metal suédois? Bon, en fait, le problème vient d'une relation complexe entre les limites de l'électronique et les objets que l'on veut fabriquer. Si on écoutait les ingénieurs, le moindre appareil serait conçu comme une fusée avec le prix correspondant. Les gens qui décident du design, eux, veulent des produits agréables à regarder, légers, compacts, faciles d'utilisation et pas chers. Mais la miniaturisation du volume et des coûts a ses limites. Si les composants chauffent ou se trouvent dans une atmosphère inadaptée, ils vieillissent prématurément. En plus, modéliser les flux de chaleur dans un appareil est très complexe. Bref, si on veut éviter que l'électronique foire, il faut la maintenir au frais. Cela dit, cela devrait rassurer bien des gens. Je ne vois pas le rapport. Si l'électronique ne supporte pas la chaleur, cela veut dire qu'en enfer, il n'y a pas d'ordinateur pour comptabiliser tous les péchés. Es-tu prêt à compter là-dessus pour sauver ton âme? Oh mon Dieu, où est-ce que j'ai mis mon crucifix, moi? Où est-ce que j'ai mis l'eau bénite? Encore c'est tout. Tu fais quoi là? Eh bien, je suis en train de créer un nouveau business model. Regarde, je vais exorciser les condensateurs dans les matériels électroniques. J'ai la gousse d'ail et le crucifix. Ah bon? Et tu es sûr que ça va m'éviter les pannes des plaques de cuisson? Pour les plaques de cuisson, je sais pas encore. Mais j'ai déjà un contrat avec une entreprise de sonorisation. Grâce à eux, j'ai des places gratuites pour le concert de Sabaton. Tu viens avec nous? Leur concert, c'est le vendredi 13. Et c'est une nuit de pleine lune. Je veux bien, mais j'ai pas assez de cheveux pour le headbanging. Oui, c'est ça. Ah bon? Voilà. Problème résolu. Oh!